Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de littérature, de cinéma, de jeux vidéo, de manga, on parle de tout et évidemment, c'est la deuxième émission consacrée à l'univers Star Wars. Aujourd'hui, on aborde l'épisode 1, 2 et 3. Et pour aborder cette deuxième trilogie, je parle bien entendu de l'épisode 1, 2 et 3. J'ai en ma compagnie des gens très importants dans la galaxie, à commencer par Yann de la chaîne 12 Parsec. Tu es vidéaste, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invite, ça fait bien plaisir. Avec plaisir, grand fan de Star Wars. On va pouvoir en parler. À côté de toi, nous avons Greg, éditeur de manga, entre autres, légende urbaine, légende d'Internet et de la presse jeux vidéo. Alors, tu es le défenseur ultime des épisodes 1, 2 et 3. Exactement. Eh bien, bienvenue. Je serai là pour être l'avocat de la prélogie. Ouais, on n'est pas sur un procès, je te rassure. Et nous avons encore en notre compagnie pour cet épisode, évidemment, Patrice. Tu es auteur de bouquins formidables autour de Star Wars. Tu es le gardien du temple Star Wars. Tu es une référence absolue. Donc, tu es également réalisateur de documentaires. Tu as fait des conventions extraordinaires autour de Star Wars. Tu es la référence. Et aujourd'hui, je suis directeur d'exposition de science-fiction-archive.com. Voilà. Magnifique. Enfin, voilà, honnêtement, je le répète pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, et allez voir la première partie. Il fallait que tu sois avec nous. Tu es avec nous. C'est un plaisir, vraiment, je le dis, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Je suis même très flatté d'être sur le même plateau que Patrice. C'est gentil. C'est la référence, on est d'accord. Clairement, on ne peut pas rivaliser. C'est la resta de Star Wars. En plus, on va parler d'épisodes dans lesquels tu es figurant. Exactement. Donc voilà, puisque on l'a dit, on va parler de l'épisode 1, 2 et 3. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour du fils prodigue ou du père? Enfin voilà. Alors, parlons de cet épisode 1, déjà, qui met du temps avant d'arriver. Patrice, je te laisse prendre le lead là-dessus. Comment ça se fait qu'on attend autant? Alors, il faut savoir que George a fait la première trilogie, qu'il est sorti un peu rétamé, parce que le challenge était de taille. Et puis, surtout, quelques jours avant la sortie de Retour Jedi, sa femme demande le divorce. Aïe. On l'a vu dans le premier épisode d'émission, sa femme était extrêmement importante en plus. Voilà. Et elle part, comme dans le système américain, avec de l'argent. Mais elle n'a pas rigolé, la Marcia. Elle a valorisé les négatifs de Star Wars sur 10 ans dans le futur. Et j'ai entendu dire que le Retour Jedi avait coûté 30 millions de dollars, et là, elle demandait plus de 60 millions de dollars. Ah ouais. Voilà. Et d'ailleurs, excuse-moi, du coup, elle demande de l'argent. Pour le divorce. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle demande de l'argent qu'elle prévoit qu'il va gagner. Voilà, elle valorise parce qu'elle considère qu'elle a fait partie de l'aventure Star Wars et que donc elle peut. Et c'est le cas. Moralité, ne vous mariez pas, quoi. Donc, j'irai pas jusque-là. Voilà, pour vous dire ça, qu'elle a changé quelque chose en George Lucas à ce moment-là, d'un point de vue économique. Et donc, le patron de Lucasfilm à l'époque, Charles Weber, va voir George Lucas en disant, là, pour payer, il va falloir refaire une trilogie tout de suite. Et là, il fait, ah non. Je suis cuit. Non, là, je suis out. Et en fait, ils ont négocié un échelonnement sur plusieurs années. C'est pour ça que, après le Retour Jedi, alors, il y avait le Temple Maudit, Indiana Jones, qui arrivait parce qu'il était en production. Mais après le Temple Maudit, tout d'un coup, il y a eu même le Indiana Jones 3 est arrivé très, très tardivement. Parce que le pauvre George, il payait. Heureusement, la franchise Star Wars marchait bien, mais il payait ses traites. Et donc, ça a changé un peu son système. Je pense qu'elle a un peu aigri, c'est un peu renfermé. Et puis il a dit, je vais élever mes enfants. Voilà, il avait 3 enfants adoptés. Et donc, c'est quand il a commencé à développer sa série Les Aventures du jeune Indiana Jones, qui considère toujours, à date d'aujourd'hui, sa plus belle expérience, parce qu'il a raconté plein d'aventures. Voilà. Et que là, il n'est pas une mauvaise série en soi, qui raconte des choses, mais c'est assez particulier. Quand les jeunes la découvrent, ils adorent, ils aiment bien. Simplement que pour notre génération, on nous dit, tu vas avoir Indiana Jones à la télé. On voit Harrison Ford une seule fois. Voilà. Et voilà. C'est comme quand maintenant, avec Mandalorian, il faut que ça soit à la hauteur des films. Bien sûr. Là, en fait, il faisait une autre proposition. Et donc, ça a eu du mal. Néanmoins, ça a été un laboratoire pour lui en termes de technologie. C'est là où ils ont commencé à faire du décor virtuel,
la démultiplication de figurants, là où tu avais comme les budgets étaient limités et qui tournaient dans le monde entier. C'est-à-dire que chaque semaine, ils étaient dans un pays différent pour $1 million l'épisode. Voilà. Au Kenya, en Chine, au Japon. Et donc, ils ont mis au point des techniques qui a été le laboratoire pour les prochains Star Wars. Donc là, il a commencé à réfléchir à quoi il... À cette époque-là, il y avait une volonté de la part de George Lucas ou... Mais la volonté, il l'a depuis le départ. C'est pour ça D'accord. que moi-même, c'est à l'époque où j'ai contacté Lucasfilm. Je savais qu'un jour, il y aurait un Star Wars. Mais je m'étais dit, il faut que je demande maintenant parce qu'après, j'aurais jamais assez d'argent pour prendre la licence. Voilà. Mais je savais qu'il allait revenir. Et donc, il y a eu Young Indy qui a été un laboratoire. Après, il a fait Radioland Murders, où il a pris cette technologie télé pour le ciné, pour voir si les capacités des ordinateurs étaient capables de faire des images assez définies pour le cinoche. Donc, il a fait Radioland Murders, qui n'a pas été un gros succès, mais peu importe, c'était un test. Et quand il y a eu Radioland Murders, il fait « OK, on va faire les nouveaux Star Wars ». Et entre-temps, Fox est revenu en disant « Et si on faisait un anniversaire pour l'édition spéciale de Star Wars, pour les 20 ans ?» Et c'est là qu'ils se sont dit « Bah ouais, on va changer quelques effets spéciaux, on va utiliser cette nouvelle technologie et on va ressortir les films un peu comme je les avais imaginés à la base parce que j'ai été frustré par la technologie optique de l'époque. Voilà. Alors, en préambule, c'est bien, avant de rentrer dans le détail des films, c'est que, on a vu dans l'épisode précédent, c'est qu'il y a eu une révolution sur l'épisode 4, 5 et 6 en termes d'effets spéciaux. Là, on est clairement dans la révolution du numérique. On est d'accord là-dessus, l'épisode 1 et le 2 et 3, ça va être clairement une révolution numérique. Pour les effets spéciaux. Greg, je ne sais pas ce que tu en penses. Ça a été, moi, je me souviens qu'à l'époque de l'épisode 1, je travaillais dans la presse jeux vidéo et on est en 98-99 et vraiment, il y a très peu de gens encore qui parlent de la 3D. Tu vois, Toy Story est sorti quelques années avant, mais ça reste encore un truc assez expérimental. Après, Toy Story, c'est la première vraie révolution 3D. Révolution 3D. Voilà. Premier film en 3D. Jurassic Park est sorti, tout le monde a trouvé ça formidable, mais personne n'a jamais vraiment été capable de faire aussi bien. Et quand on parle de l'épisode 1, Matrix n'est pas encore sorti. Donc au final, la 3D, ça... D'ailleurs, je rebondis, c'est lui qui a raison. J'avais oublié, c'est Jurassic Park. ILM. Oui, mais c'est quand Lucas a vu les ordinateurs qu'il s'est dit « Ah, ça y est ». Ça y est, on peut faire. Il n'y a pas un truc avec Casper et puis Cœur de Dragon aussi, où il a vu justement ces personnages-là. Oui, alors il voyait là, mais à Jurassic Park, parce que je crois que Jurassic Park, c'est avant. Oui, 94. C'est 94. Et c'est à Jurassic Park qu'il s'est dit « Ah, OK, donc là, je vais pouvoir faire des créatures numériques. Et donc, je vais pouvoir raconter autre chose dans mes nouveaux Star Wars ». C'est Jurassic Park qui a été la petite graine de dire « On y va ». On a un petit magnéto, justement, à ce sujet. A lot of painters in the past were very adept at mixing colors and coming up with new colors so they could express things in new ways. The technology of brushes and all those things were very important to how they applied their craft. Same thing in movies, only it's whether we add sound or whether we add color or whether we use digital technology, is simply a way of broadening the canvas so that we have more colors to work with. And you can tell much more interesting stories and you can express yourself more clearly. Vas-y Greg, je te laisse maintenant reprendre la main. Hein, bien sûr. Après Georges. Ouais, à l'époque, on est dans la presse jeux vidéo, nous, et on est forcément fascinés par l'avancée de la 3D, l'avancée des images de synthèse. Puisque le jeu vidéo passe aussi à la 3D à ce moment-là, Tout à avec fait. notamment la PlayStation qui va révolutionner le genre. Exactement. Et le dinosaure, On renvoie les gens à l'émission spéciale PlayStation que nous avons fait ensemble. Exactement. Mais quoi qu'il en soit, voilà, à l'époque, le Star Wars représente deux révolutions technologiques pour nous. La première, qui est évidente, c'est évidemment les images de synthèse qu'on va découvrir dans le premier trailer, et la découverte du premier trailer lui-même. C'est-à-dire que je parle vraiment de fin 98, début 99. Internet. Quand le n'était teaser pas- trailer sort, Je m'en souviens. et bien en fait, il ne sort qu'aux États-Unis devant certains films. Alors je crois que c'était Meet Joe Black. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui allaient payer pour voir Joe Black, ils regardaient que le trailer et ils ressortaient après. Ben oui, mais c'est surtout le premier trailer, surtout sur le Voilà. net. Et c'est le premier trailer qui est sur Internet. Alors à l'époque, les gens, Internet, c'était 14K, 26K. Infonie. Voilà. ouais. Et surtout, ce qu'il faut voir, c'est que le trailer n'est pas mis tout de suite sur Internet. Il est mis... Ah, il n'était pas mis tout de suite. Non. Moi, la première fois que je vois Star Wars, je m'en souviens encore aujourd'hui. Ouais. La première fois que je vois le trailer de l'épisode 1, il est 21h30, je suis au bureau avec les gars de Joystick, et on télécharge une vidéo, c'était impensable à l'époque, on télécharge une vidéo d'un mec qui l'a filmé dans le cinéma.
Ce qu'on appelle un screener. Un screener. Parce qu'à l'époque, les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, à l'époque, télécharger une musique, ça prenait une nuit entière. Mais là, on est à la fin des années 90, et encore pour ceux qui connaissent l'existence d'Internet. Hein. Voilà. Donc nous, on est câblés, mais on est très peu à avoir le câble. Les gens utilisent le téléphone. Et donc, on récupère cette bande-annonce, parce qu'à l'époque, pareil, le piratage, ça n'existait pas. Enfin, t'allais à Argenteuil ou à Barbès acheter des cassettes vidéo qui ont été filmées dans le cinéma du coin, mais tu pouvais pas télécharger de film, c'était impossible. Et là, donc, on avait une bonne connexion, on a téléchargé cette vidéo qui a été filmée dans le théâtre, dans le theater, j'allais dire, dans le cinéma. Et c'était un choc monumental. On avait vraiment on vivait, ça y est, on est dans le monde moderne. Il se passe un truc, et 1 heure aux États-Unis, 1 heure après, on l'a en France. Enfin, c'était un direct. C'est pire que ça, parce que. Alors, moi, j'étais pas câblé, tu vois. On était au magazine, Lucasfilm Magazine. Ouais. On lance le truc. Alors, c'était la bande-annonce officielle sur StarWars.com. D'accord, ouais. Au bout de 3 heures, il y avait ça par rapport. Et l'image, en plus, à la fin, il était quoi, il était c'était grand un timbre-poste, le truc. Et je me rappelle, j'appelle mon pote chez Ubisoft qui faisait les jeux vidéo Star Wars. Il me fait, vous l'avez? Il fait, oui, parce que Ubisoft, ils étaient équipés. Et j'ai couru chez Ubisoft aller voir la bande parce qu'il y en avait pour 10 heures. Ouais. C'était un autre temps. Et ça a été le record de téléchargement à l'époque. Ah oui, il a fait péter les serveurs, parce qu'à l'époque, les serveurs n'étaient pas énormes, quoi. Et il y a des gens qui installaient QuickTime parce que justement... QuickTime qui était le logiciel qui était le logiciel de vidéo d'Apple. Voilà, de voir, et à l'époque, tous les trailers, toutes les bandes annonces des États-Unis, tu pouvais les télécharger du monde entier sur QuickTime, et les gens allaient sur QuickTime. Mais c'était un média, c'était une plateforme à part entière, QuickTime. Tu pouvais écouter de la musique avec de la radio, il y avait c'était l'ancêtre d'iTunes. Voilà. Et du coup, tous les serveurs avaient pété parce que tout le monde téléchargeait cette vidéo en même temps. Et ça a été vraiment... Enfin, Star Wars épisode 1, pour moi, c'est la charnière entre l'ancien monde et le nouveau monde d'Internet, la globalité, etc., etc. Mais entre les années 90 et les années 2000. Mais vraiment, c'est lui. C'est-à-dire que, pareil, avant le Star Wars épisode 1, parce que je suis désolé, je fais un peu sauter ton conducteur, mais quand Star Wars est annoncé, il est annoncé pour le 15 mai, un truc comme ça, mais il sortira en juillet au Japon, il sortira en octobre en France, il sortira en septembre en Allemagne. C'est une vieille chronologie des médias où les films arrivent 6 mois, 1 an après. Et c'est insupportable pour nous. Et Star Wars épisode 1, ce sera le premier film piraté d'Internet. C'est-à-dire que les gens vont le filmer le mieux possible aux États-Unis et le diffuser partout dans le monde. Et en France, au mois de mai, tu peux voir Star Wars sur Internet alors qu'il sort en octobre. Et avant, c'était pas possible. Il fallait littéralement avoir un oncle aux États-Unis qui te ramène la cassette. Et il y a des gens qui vont faire... voyager, on allait en Angleterre voir les films, généralement. Mais pareil, même à Londres, il est sorti beaucoup plus tard. Il est sorti en juillet, un truc comme ça. Et du coup, pareil, Star Wars, c'était le film qui a démocratisé le téléchargement illégal. Parce que tout le monde voulait le voir. Non, mais c'est pour ça qu'on parle d'une révolution numérique, mais à tous les niveaux. Exactement. Et même le StarWars.com. Oui, bien sûr. Le site officiel. La news n'était plus dans les journaux traditionnels, c'était du numérique. Mais justement, je me permets juste de rebondir, après je reviens vers toi, Yann. Toi, tu étais à la tête du magazine officiel. Du moment où il y a eu StarWars.com, on a eu les ventes qui ont commencé à infléchir. Donc il y a eu une répercussion directe. Instantanément. Avant, pour ça, je pense que c'est vraiment un moment important. Ouais. Voilà, avant, c'était la seule source d'information officielle sur l'univers Star Wars. Et justement, sur ces périodes où il n'y avait pas de film, comment se portait la communauté et comment se portait le... Mais très bien. C'est-à-dire, je vais dire une chose, des gens qui ne vont pas être contents, mais en termes d'abonnés, je crois qu'on est monté jusqu'à 30 000 abonnés. C'est énorme. Et plus les ventes kiosques qui ont monté à 30 000. Bien sûr. Mais grosso modo, on a eu... avant, on a lancé en 95 jusqu'en 99, la courbe était comme ça, quoi. Et l'épisode 1 est sorti, et ça fait ça. Épisode 2, épisode 3, Clone Wars. Ah oui. Ça, tout d'un coup, les gens ont dit, c'est terminé Star Wars. Ça, je peux te le confirmer aussi du point de vue des jeux vidéo, parce que le gap entre le Retour du Jedi et l'épisode 1, tu as eu plein de... Alors, tu as déjà eu la compilation... Enfin, non, c'était pas une compilation. Les 3 épisodes sur Super Nintendo. Voilà, 4, 5, 6 sur Super Nintendo. Qui était excellent. Voilà, sur PC, tu as eu plein de jeux qui, justement... essayer de te raconter ce qui allait se passer entre la première et la deuxième trilogie qui n'existait pas encore. Il y a eu tout un tas de jeux comme livres, ça, etc. Voilà, des simulateurs de vol. Voilà. Donc, Star Wars existait parce que aussi Lucasfilm faisait des jeux vidéo. Ça a été le premier. C'est un studio, bien sûr. C'était le premier à faire du jeu vidéo. Il a compris que le cinéma pouvait être interactif. Voilà. Et du coup, Star Wars, avant l'épisode 1 même, continuait à exister, mais ailleurs qu'au cinéma.
Et du coup, je me tourne vers toi, Yann. Toi, tu le découvres comment T'es déjà fan de Star Wars à la base. Ouais, bien sûr. Ouais. Et comment tu découvres l'épisode 1 ? Moi, je rejoins un petit peu ce qu'il dit Patrick, parce que c'est vraiment avec le Lucasfilm Magazine qu'on entretient cette passion à fond. Et il sort en 99, mais je me rappelle que dès 96, 97, j'étais à fond dans les Lucasfilm, quoi. Ah ouais. Et du coup, j'ai commencé même à acheter les premières figurines, alors que le film sort qu'un an plus tard. Et je le découvre, je dois être en seconde à l'époque. Et je crois que ça doit être peut-être un des premiers films en France qui sort à minuit. Enfin, je sais pas. Oui, c'est vrai. Il sort à minuit, donc on va le voir. C'est vrai. Avec le matin, on revient. On est crevé en cours et on dit ouais, on a été voir le Star Wars, c'était un truc de fou, quoi. Donc je le découvre de la meilleure des façons, quoi, évidemment. Et puis après, ça a eu l'effet qu'on connaît un petit peu, quoi. Peut-être on va y venir après, mais. Et je pense, pour revenir un peu à ta question de départ, je pense que ce qu'on a vécu avant l'épisode 1, je crois qu'on a été au paroxysme de la licence. C'est-à-dire qu'on surfait encore sur le succès de la trilogie originale. C'est-à-dire que là, pendant 20 ans, quoi. Voilà, c'est qu'on attendait là le retour de la grande trilogie. La hype n'a jamais été aussi forte. Je pense que c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le retour du fils prodigue ou pas ? Avant la sortie de l'épisode 1 a été le plus grand moment d'attente de l'histoire de Star Wars. Même de l'histoire du cinéma. Et de l'histoire du cinéma en général. Pour acheter les billets, en fait. Ouais, mais que ce soit Harry Potter ou n'importe quoi, t'as jamais vu des gens faire la queue un mois pour avoir des billets. Un mois aux États-Unis. Les mecs, même ils se revendaient les billets, ils se revendaient comme des places de machines billets, des trucs comme ça. Ils détournaient, le mec à New York, ils avaient détourné l'électricité des poteaux électriques pour s'alimenter une petite télé et trucs, pour se regarder les Star Wars en boucle. Ouais, c'est Alors là, on parle d'une attente incroyable, une passion vraiment palpable. L'épisode sort. Est-ce que tout le monde est ravi ? Non. C'est mitigé, quoi. Voilà. 100%, moi je dirais 100% déçu. Mais déçu... J'irai pas jusque-là. Non, mais moi j'ai vu par les gens chez Lucasfilm et tout, mais l'attente était tellement haute. C'est ça le truc, c'est que virtuellement c'est un bon film, l'épisode 1, c'est même un très bon film, mais t'attends la Mona Lisa et on te sort un petit Monet. La Monet, c'est exceptionnel. Ah oui, mais c'est pas la Mona Lisa. Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Tu vois, c'est que une fois de plus, le cerveau est assez relatif, il compare. Et donc, on est tous ressortis. Alors, des copains américains, ils disaient ah ouais, les dialogues. Et c'est vrai que. Et c'est marrant, un qui avait fait fort, c'est quand même Roland Emmerich. Parce que quand il a fait son Independence Day, qui a quand même été pas mal critiqué. Qui était sorti à minuit également. Voilà. Il avait réussi à faire à la fin de son film, à retrouver ce dynamisme de la fin du Jedi, qui était vraiment la force de George Lucas, de faire ce troisième acte complètement incroyable. Et là, le troisième acte de l'épisode 1, il est là, mais il est pas... Il est mou. Il est un peu... Oh non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas ça. C'est que en fait, de toute façon, Lucas l'a à demi avoué dans les documentaires. Est-ce qu'on peut resituer quel est le dernier acte ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, Lucas est un gars, une fois de plus, il expérimente. Et ce qu'il a voulu expérimenter dans l'épisode 1, c'est ce qu'il appelle le montage parallèle. Parce qu'on n'en a pas parlé dans l'émission. Mais qu'est-ce qu'il a inventé sur Star Wars ? C'est le montage parallèle. C'est les actions qui se Donc, font en même temps. 3 actions qui se passent sur 3 planètes. C'est le premier à avoir fait ça. On disait que ce n'était pas possible. Donc lui, en tant que monteur, il a dit c'est possible. Et sur épisode 1, il a voulu aller encore plus loin. Et donc, il paraît que la première version du film, c'est... Et il a fallu qu'il redéconstruise son montage pour revenir à ce qu'on connaît de l'épisode 1. Et donc, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Et donc, c'est un troisième acte entre Jar Jar qui fait un peu le pitre, qui donc tout d'un coup casse la tension. Bon, ça fonctionne. Mais moi, je trouve que ça fonctionne super bien parce que tu as 4 combats en parallèle. Tu as les Gungan qui se balancent des grenades à la flotte. Tu as Anakin qui est dans l'espace, qui tire dans tous les sens. Tu as Darth Maul qui fait ses pirouettes. Et tu as Padmé et ses copains qui tirent dans les couloirs. Et je trouve que ça fonctionne dans le lot. Non, mais c'est-à-dire que le Star Wars, dans l'idée... c'était le débat qu'on attendait. Mais non, mais tu peux pas dire que ça sert à rien. En fait, c'est-à-dire que ça ne sert pas. C'est-à-dire que même le combat des deux Jedi contre Darth Maul, qu'est-ce qu'ils font à part retenir un méchant, je veux dire. Le méchant, il peut tuer tout le monde à main nue. Forcément qu'il faut le retenir. La scène est dingue. Non, mais la scène est dingue. Il y a pas. C'est un très beau combat. Mais la scène est folle. Mais même, alors ne parlons peut-être pas de ça, mais simplement la scène la guerre des Gungans contre les droïdes. Même ça, je veux dire. Mais il faut retenir l'armée des droïdes. On n'en voit pas. On voit pas un Gungan qui meurt et les droïdes, c'est des droïdes. Mais tu rigoles, mais il y a plein de Gungans sur le sol. À la fin, quand. Si, il y a plein de. Si, remate le film, il y a des morts. Non, mais le problème, c'est. Franchement, c'est Jar Jar qui fait le pitre. Dans une scène de tension, et donc tout d'un coup, ça peut être... Oui et non, c'est-à-dire que... Alors, vous voulez ouvrir tout de suite le cas de Jar Jar ? Non, simplement que... Il est là, mais on a des choses à dire dessus. On n'était pas habitué à ça dans Star Wars. Dans Star Wars, on était toujours quand même dans les choses assez sérieuses. Quand ils allaient au combat... Alors là, je suis pas du tout d'accord, parce qu'il y a beaucoup de blagues.
Il y a beaucoup de blagues dans Star Wars. La blague dans Star Wars avant, c'était les droïdes. C'était un décalage du personnage par rapport à ce qui se passait. Jar Jar, lui, c'est un pitre. C'est-à-dire qu'on rentre dans autre chose. Là-dessus, si je peux me permettre, dans la première trilogie, merci. C'est ton émission. Dans le 4, 5, 6, l'élément, le ressort comique, c'est R2D2 et son compère. Ils sont là à l'instar de Laurel et Hardy, par exemple, en termes de... C'est pas des pitres, ils sont là exactement pour... Oui, c'est une situation, quoi. Exactement pour décompresser un petit peu une situation qui peut être compliquée. Là, Jar Jar, vous savez quoi, on va ouvrir tout de suite le cas Jar Jar Binks. Jar Jar, il a un rôle, pour moi, qui est justement symptomatique de ce premier épisode. Et je peux le comparer à Darth Maul pour d'autres raisons. Mais en fait, il est peut-être mal exploité, en fait. C'est qu'il est intéressant, entre guillemets, mais mal exploité. Exactement. Je pense qu'en salle de montage, ils n'ont pas gardé les bonnes scènes de Jar Jar. C'est-à-dire qu'ils ont plutôt gardé les scènes où il marche dans le caca et tout, et peut-être pas forcément les scènes où il va expliquer, par exemple, la biologie de la planète sur laquelle il se trouve. Oui, mais il marche dans le caca. Mais il marche dans le caca. Mais c'est pas drôle. C'est sauf pour un enfant de 3 ans. Voilà, mais est-ce qu'on ne cherche pas à toucher les enfants aussi, hein, Alors, c'est là de nouveau un vrai problème dans Star Wars. Et donc là, Lucas s'est pris au piège tout seul. C'est que la première trilogie est faite pour des enfants. Nous-mêmes, quand on avait vu le Retour des Jedi, on avait grandi, on était un petit peu déçus. Mais là, quand on a vu l'épisode 1, on avait encore grandi. on avait mûri. Et donc là, il se retrouve, il refait un film pour les enfants. Mais son vrai public, tout d'un coup, il a 25 ans, il a 30 ans. Faut arrêter de dire que c'est des films pour les enfants, Star Wars. Ah si. Non. Je sais pas, mais la majeure partie du public, le premier film, c'est pas des enfants. Le premier Star Wars a été fait, il le dit. C'est un conte mythologique moderne pour les enfants. Après que ça plaise à des adultes, tant mieux. Mais simplement que quand il refait épisode 1... Il s'inspire de la mythologie grecque, il s'inspire de plein de thèmes et tout machin. Je veux dire, les enfants, ils voient pas du tout ça. Mais la mythologie, c'est fait pour les enfants. C'est pas fait... C'est un récit initiatique. C'est un récit initiatique. Je suis désolé. Ok, d'accord, ça va. Mais voilà, je pense que... Et Jar Jar, le deuxième problème, comme tu dis, le problème, c'est que il y avait tellement de plans d'effets numériques que les ordinateurs d'ILM étaient pleins. Et qu'ils ne savaient même pas s'ils allaient être capables de sortir le film pour la date de sortie. Bien sûr que George Lucas et que Rob Coleman, le responsable d'animation, voient bien qu'à des moments, Jar Jar, il n'est pas au top. Mais ils ne pouvaient pas refaire l'animation. Ils n'avaient plus le temps. Donc c'est vrai que ça amène en plus un peu au personnage. Il n'est pas parfait, et donc ça a été un peu le point négatif du film. Alors, c'est le point négatif pour moi, et tout à l'heure je parlais de Darth Maul. On nous tease un nouveau Dark Vador, soyons honnêtes, hein. Et finalement, on a Darth Maul qui est super charismatique, on attend beaucoup de lui, son double sabre, etc. Création graphique incroyable. Incroyable. C'est un pétard mouillé. Oui, mais c'est encore une fois, c'est pas... Greg après Patrice. D'accord. Encore une fois, le problème de ça, c'est que tu vois la première bande-annonce qu'on s'est repassée 100 000 fois. Enfin, moi, j'avais des gens qui venaient au boulot la regarder, cette bande-annonce. Ils venaient à mon bureau, bien voir, je l'ai. Et on le voit avec son double sabre. Donc évidemment, là, tu as une érection qui traverse la table. Non, mais c'est extraordinaire. Le thème musical, il est ouf et tout. Mais encore une fois, c'est une histoire de projection. Je t'avais dit tout à l'heure, moi, j'ai une théorie sur la déception des gens sur l'épisode 1. C'est que les gens ont grandi et ils se sont appropriés Star Wars. Star Wars, c'est un... Ah, mais c'est plus la propriété de George Lucas. C'est tellement global que Star Wars, ça appartient à tout le monde. Et mon Star Wars, ça ne sera pas ton Star Wars, ça ne sera pas ton Star Wars. Et quand tu arrives à l'épisode 1, on te rappelle, en fait, Star Wars, c'est à George Lucas. C'est pas à vous, quoi. Et George Lucas, c'est un fan de mec en collant dans l'espace qui s'appelle Flash Gordon. Et c'est un geek, mais un geek de trucs un peu ringards. C'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est les mecs qui ont des jetpacks dans le dos, années 50, avec un brushing. Et toi, t'es déjà... T'es déjà dans Matrix, t'es déjà dans Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Parce que je rappelle quand même que dans 1999, c'est aussi l'année de Matrix, qui, de par ses thèmes très dark et tout, va justement ringardiser l'épisode 1. Parce que l'épisode 1 de Star Wars, on le dit, c'est vraiment pour les enfants, c'est rigolo. Anakin est un enfant. Voilà. Alors que, et du coup, tous les mecs de mon âge, tu vois, qui avaient 20-25 ans à l'époque, et qui étaient là et qui disaient, ouais, ça va être 2 heures de bagarre au sabre et ça va être tragique. Et ils se retrouvent justement avec des paix, avec des robots qui font bip-bop. Ils sont, mais non, c'est pas ça que je veux voir. Et là, à côté, ils ont Matrix qui leur dit que la vie est un mensonge. Les mecs ont des grands manteaux noirs et tout, qui est sorti un mois avant. Ils disent, voilà, c'est ça qu'on veut. Et Star Wars, finalement, c'est pour les enfants. Donc il y a tout ce côté rejet de l'adolescence. Tu sais, quand les ados retournent dans leur chambre d'enfant et qui disent, mais pourquoi j'ai joué avec cette merde, et qui jettent les nounours et tout ça. Il y a eu ce côté-là avec Star Wars épisode 1 qui est devenu un anti-doudou.
C'est vraiment, les fans de Star Wars ont rejeté l'épisode 1 en disant mais c'est pas mon Star Wars en fait. Mais justement, Patrice, toi, ça a été le cas. Pour moi, c'est Star Wars est hyper formaté avec le bien et le mal, Vador et Luke. Et justement, Lucas, qui n'aime pas se répéter, décide avec les nouveaux films de faire autre chose. Et il veut faire totalement le contraire. Donc, on attend tous le nouveau Star Wars et le nouveau Dark Vador. On voit la bande-annonce, on croit que Dark Maul c'est Dark Vador. Eh ben non. Dark Maul, c'est le chien fou de Palpatine. C'est un chien. Ouais. C'est un combattant. Il ne parle pratiquement pas. C'est Benalla. Donc il nous propose. Non mais il nous propose autre chose. Et le grand méchant finalement, c'est l'empereur. Voilà. Mais donc nous on va au cinéma tellement formaté. De toute façon, la menace fantôme, ça fait référence. On veut voir. À Mais l'empereur. quand je suis allé sur le tournage de Star Wars, on va sur le tournage. Moi je m'attendais à voir des étoiles noires, des Stormtroopers un peu différents, tu vois. Mais j'arrive, je me retrouve dans la Rome antique avec un truc Renaissance. C'était où à Londres, à Livingston. Nous, on nous fait des costumes. J'avais l'impression de ressembler à Jean Marais dans Le Capitaine. Je fais, mais je suis où, là? T'as un look de vendeur vénitien, un peu. Mais on hein. était complètement déstabilisés. Pourquoi? Parce que nous étions tellement formatés à la trilogie originale, parce qu'on l'a tellement vu, revu. C'est-à-dire que, voilà, on s'attendait à ça. Et là, ils nous proposent autre chose. Et donc, on n'est pas prêt. Ouais. Et d'ailleurs, c'est après plein de diffusions qu'on se dit... Finalement, c'est quand même vachement bien, il y a des trucs. Mais à la première... On a dû la digérer. Voilà, il faut la digérer. C'est ça, mais parce qu'elle n'est pas immédiate. Il y a comme des trucs nuls, quoi. Attends, Greg, excuse-moi, je vais laisser parler. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Non, mais je suis assez d'accord, c'est totalement vrai qu'on n'est pas prêt et que j'ai 1 million de fois raison de dire qu'on a chacun envie de voir notre Star Wars et qu'on a fantasmé le truc pendant 16 ans et que ce sera forcément moins bien que ce qu'on attend. Mais il y a quand même des trucs nuls. Je trouve, il y a quand même des trucs, tu peux pas dire ça c'est bien. Enfin, je veux dire, si, quand t'as 6 ans, mais moi, par exemple, Jar Jar Binks, on en parlait tout à l'heure en loge. Exactement. Début de course de poddresseur, le plan avec tous les personnages qui portent le drapeau, 6PO qui porte le drapeau, génial, plan super, la musique et tout, t'as envie que la scène commence et tout. T'as envie d'épique. Et c'est déjà épique, la scène elle est déjà épique, et elle le sera de toute façon, poddresseur, c'est juste génial cette scène-là. À elle seule, elle peut même sauver l'épisode 1. Mais t'as le gros Banta qui fait un gros prout, et Jar Jar Binks qui fait Burk. Les mecs, je sais pas, mais ok, si t'as 6 ans, d'accord, mais il n'y a pas que des gens qui ont 6 ans qui regardent Star Wars. C'était hélas le problème de Lucas et Spielberg. Je vais me faire l'avocat du diable. L'humour dans le Temple maudit avait la même chose. Voilà, je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce que cette trilogie n'a pas pour vocation de rallier un nouveau public, comme ça a été le cas lors de la première, du 4, 5, 6 ? Est-ce que c'est pas pour rallier justement les plus jeunes ? Je ne sais pas s'il est allé jusque-là dans sa réflexion. Il avait un petit garçon de 4 ans. Ouais. Et il faisait ses Star Wars pour lui. Il avait dit ça, c'est vrai qu'il faisait ça pour les enfants. Ceci explique cela. Georges, quelque part, se fout du public. Il fait le film qu'il a envie de faire. Alors, c'est vrai et c'est ce qu'il a toujours fait. Ouais. Imagine, il fait le fait. Après, on dit, le mec, c'est un marketeur. Non, il a la chance que ses idées rencontrent un marché qui attendait ça. Mais la réalité, c'est qu'il fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. Et l'épisode 4, il est viscéral, c'est-à-dire tu le regardes, tu as tout compris, c'est limpide. Et tu parlais de limpidité dans l'épisode d'avant. 1, 2, 3, c'est le contraire. C'est un drame shakespearien spatial. Et politique, avec énormément de politique. Exactement, il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup... Ça parle beaucoup. Beaucoup et c'est de drame. pire que ça, parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est politique, donc ça devient compliqué, mais en plus, d'un point de vue pour un scénariste, c'est qu'en plus, il faut expliquer tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ça devient un travail chirurgical. C'est il faut que j'explique ça, il faut que j'explique ça. Et puis, il faut que j'explique après. Donc, tout d'un coup, le scénario, il s'embourbe un peu, quoi, voilà. Moi, j'adore. Mais personnellement, moi, j'adore. Je trouve que c'est... Mon préféré, c'est l'épisode 1 Moi, c'est l'épisode 3, personnellement. Moi, c'est le 1. Moi, je les aime tous. Le 2 est beaucoup plus faible, mais le 2 est beaucoup plus faible parce que, justement... plus bavard, en plus. Pour moi, les épisodes 1, 2, 3, c'est vraiment les étapes de la vie de Anakin. L'épisode 1, c'est l'enfance, donc on quitte l'innocence, il y a des proutes, il y a des trucs, et puis à la fin, il gagne parce qu'il explose un truc avec son vaisseau. L'épisode 2, il est gnangnan parce que vraiment... c'est l'adolescence, tout est exacerbé. La découverte de l'amour. Voilà, la découverte de l'amour, mais nul. C'est-à-dire que, en fait, l'épisode 2, toutes les scènes d'amour de l'épisode 2 sont nulles
mais je le soupçonne d'avoir fait nul. Alors d'une part, parce que George Lucas, c'est pas forcément le mec le plus à l'aise avec les dialogues. D'ailleurs, Non, mais il est très roman à l'eau de voilà. rose. Il admettra plus tard que la plupart des scènes avec Padmé et Hayden Christensen ont été, comment on dit, ad-libées. Elles ont été improvisées. Parce qu'il dit, de toute façon, vous allez improviser de la parlotte entre jeunes amoureux, ça sera toujours mieux que ce que moi j'ai écrit. Bah, ça se ressent. Hein. Il aurait fait appel aux dialoguistes de La Croisière s'amuse et de tous ces trucs-là, quoi. Il aurait fait appel à ces gens-là. Non, pour de vrai. Non, tu me fais peur. C'est pourri, en fait. Non, mais j'ai eu peur. c'est mauvais, mais en même temps, on te remontre une vidéo de toi à 14 ans qui essaie de draguer. Enfin, c'est aussi nul. Ouais, mais Donc, j'ai pas envie de la voir, en fait. Voilà, Tu vois ce que je veux dire. mais c'est- Carrie ça, la Fisher avait différence. travaillé avec George Lucas sur un épisode de Young Indiana Jones où Young Indy tombe amoureux de Mata Hari. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, puisque Et- Carrie Fisher travaillait sur... Et Mata Hari, sur- voilà, elle avait écrit un truc et lui a tout changé en faisant des dialogues à l'eau de rose. Et je ne sais pas si vous connaissez l'émission qu'elle avait fait, qui est sur YouTube, qui s'appelle Carrie from the Edge, ou un truc comme ça. Et donc elle a reçu des interviews. Et il y en a un avec George. Et elle commence l'émission, Orange, dans la bibliothèque, et elle dit Tu te souviens, Georges, quand on écrivait l'épisode de Mata Hari ? Ouais. Et puis là, elle sort une cassette. Et elle met en marche. Alors, Georges devient un peu blanc. Et là, on l'entend hurler, mais comme un putois. Et en fait, elle a voulu le contrecarrer, et elle a pas réussi. Georges fait ce qu'il a envie. Alors, moi, je vais juste rajouter par rapport aux épisodes 1, 2, 3, pourquoi je préfère le 1. Ce que je disais, il fait toujours ce qu'il veut. Sur le 1, il a fait ce qu'il voulait. Néanmoins, je trouve que le premier est très ambitieux dans beaucoup de choses. Justement, il va dans autre chose que tout ce qu'on a connu. Et ça, finalement, je trouve ça très intéressant. Et dans le 2 et le 3, on voit bien qu'il revient dans le moule. Ça, je pense qu'il a pris les critiques en pleine phase du film et qu'il s'est dit, ah ok, les fans, vous aimez pas, bon alors, je vais revenir. Jar Jar, ça a beaucoup Je de sens. reviens, vraiment Jar Jar, où tu je vois beaucoup reviens moins, dans ce que vous ouais. voulez, mais je pense qu'on l'a coupé dans son élan de nous faire une autre proposition. Voilà. Bah, mais du coup, n'empêche que, par exemple, le 3, c'est celui qu'on préfère, du coup. Bien sûr. Là, parce que c'est le plus Mais adulte. il y a C'est tu plus disais- dramatique. Ouais, Ouais, bah ouais. ouais. Mais après, c'est le climax de cette trilogie aussi. Mais tu disais, ouais, pour toi, Jar Jar, ça l'a fait souffrir, Lucas. Ah bah complètement, de toute façon on voit bien que dans l'épisode 2 il a 2 scènes quoi du coup. Et puis je sais pas si même il a fait punir le personnage Jar Jar parce qu'au final c'est de sa faute. On a souvent l'habitude de dire que c'est de sa faute, c'est lui qui donne les pleins C'est pouvoirs. lui le vote C'est manquant. lui le vote manquant. Sauf que, Donc, je contrecarre et contrebalance tout ça, il est totalement réhabilité dans la série Clone Wars. Ouais. Je vous rassure, on aura un épisode sur tout ce qui est univers Disney et aussi série, etc. Mais Jar Jar est totalement réhabilité. Il y a notamment un passif avec Grievous qui est, je trouve, extrêmement intéressant. Et quand on comprend ça, quand on a cette donnée-là, on le regarde plus, on le voit plus de la même manière, selon moi. Alors, il y a une théorie qui est énorme, qui a gonflé là, ces dernières années fameuse. sur Internet, c'est qu'en fait, Jar Jar devait être un seigneur Sith et que George Lucas a coupé parce qu'il a dit non, c'est pas possible. Non. Et alors, mais il y a une théorie. Non, mais Ouais, la théorie est le incroyable. montage est super bien fait. La quoi. théorie Oui, est incroyable. C'est-à-dire qu'ils disent, regardez dans l'épisode 1, il fait des sauts incroyables, donc Ouais. c'est un Sith. Il te découpe la scène finale avec les robots où il te dit, regardez, il est tellement malin qu'il fait semblant d'être maladroit, mais en fait, il loupe aucun tir, il est super fort et tout. Carrément. Moi, j'ai une Et- théorie que Goofy, c'est Tom Cruise. Voilà. Non, mais cette théorie- Alors, attends, d'accord. oui, cette Patrice, théorie est pas possible. délicieuse. Et donc, justement, oui, il c'est marrant. s'efface dans l'épisode 2. Et cette théorie voudrait que dans l'épisode 3, jusqu'au dernier moment, George Lucas a hésité. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui disent, moi je suis sûr que quand les Jedi viennent arrêter Palpatine dans son bureau, c'est Jar Jar qui arrive et qui les aide à zigouiller les autres. Mais ça aurait été, le Non, plus mais grand comme- plot twist de comme toute par l'histoire hasard, de c'est lui qui l'humanité. donne les pleins pouvoirs au chancelier, tu vois. Je veux dire, il n'y a pas de hasard. Alors, Patrice, Non, simplement, je trouve que Jar Jar est une création visuelle très réussie. Oui. Voilà. Mais est-ce que c'est un non, site ou non, mais pas pourquoi Jar Jar? Pourquoi il y a eu Jar Jar dans Star Wars? Parce que quand il a fait la trilogie originale, il a créé Yoda. Quand on a dit un film avec une marionnette, tout le monde a dit le mec il est dingue quoi. Yoda, ça a marché. Mais qui allait faire un film avec une marionnette réelle? C'était pas possible. C'est là où il faut comprendre que George Lucas. Yoda et les Ewoks. Non, c'est là où il faut comprendre que George Lucas, c'est quelqu'un qui prend des risques. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Et dans le cas de Jar Jar, ça marche pas. Mais ce qui s'est passé avec Jar Jar, c'est que quand il a fait ses nouveaux Star Wars, il avait cette envie de dire bon, je vais refaire Star Wars, mais je veux que, comme la trilogie originale, je vais proposer des effets spéciaux incroyables et je vais faire le premier personnage numérique. C'est ça. Tu vois, il y avait cette volonté de dire mais là, la prise de risque, elle a un peu échoué. Ah, mais ça On parle suffit pas, toujours, quoi. ouais. Malheureusement, ça suffit. C'est beau, mais ça suffit pas, tu vois. Mais c'est beau. Oui, mais c'est mais très beau. On parle toujours d'Andy Serkis, de Gollum, etc. Ben non, le premier personnage virtuel dans un film, c'est Ah ouais, Jar Jar. bien sûr, ouais. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque,
la plupart des critiques françaises ont blasté le film parce que la scène, la bagarre finale entre les droïdes de combat, hop là, bien reçu, et les Jar Jar, c'est la première scène au cinéma entièrement virtuelle. C'est la première scène au cinéma qui n'est pas un dessin animé. C'est-à-dire qu'évidemment, tu as Toy Story où il n'y a pas un Salakar, mais c'est considéré comme un dessin animé. Alors que cette scène de bataille finale entre Jar Jar avec les milliers de Gungan et les milliers de droïdes, c'est la première scène de l'histoire du cinéma où, dans un film normal avec des acteurs, il y a une scène complète où il n'y a que des personnages virtuels. Et les critiques de l'époque... Voilà, c'est donc ça le futur du cinéma. Qu'est-ce que c'est que ça Lucas va nous déshumaniser. Enfin, les mecs étaient partis très très loin. Mais tout comme ils étaient partis très loin sur la première trilogie, bien sûr. En nous expliquant que Star Wars c'était Nuremberg en plastique. Bref. C'est un film néo-nazi. Et donc Star Wars épisode 1 devient la déshumanisation de l'art charnel du cinéma. Enfin, ça part en vrille alors qu'aujourd'hui. Voilà, on n'a pas de trucs souci avec le numérique partout. Voilà, mais pour te prouver à quel point effectivement. Ce film-là a dérangé parce qu'il a amené énormément de choses. Mais moi, je voudrais aussi aller un peu plus donc, sur l'épisode 2, où les gens, évidemment, sont très fâchés sur l'épisode 2. L'épisode 2, je pense que c'est le moins réussi parce qu'il essaye d'en mettre trop d'un coup. Il essaie de faire rentrer beaucoup de choses en 2 heures. Beaucoup de choses en 2. Et il y en a trop, d'ailleurs. Je pense que l'épisode 2, il y aurait dû avoir le 2 et le 2.5. Et d'ailleurs, je pense que la série Clone Wars enrichit énormément ça. Ah oui. Et je Totalement. pense que l'épisode 2, ça serait... Tu vois, pour le coup, s'il y avait un director's cut ou une version nouvelle de l'épisode 2 où tu peux dégrossir un peu ou le faire beaucoup plus long en intercalant des trucs de Clone Wars, beaucoup plus long. C'est un truc super. Je sais pas, parce qu'il y a des dialogues quand même très... Voilà, mais tu enlèves la scène du feu de cheminée. Quoi. Ah ouais, oui, mais tu rajoutes pas du feu de cheminée. Ah, d'accord. Tu rajoutes des caminoéens qui t'expliquent bah ça, j'aimerais bien. C'était vraiment pas on en a jamais. Il y a une chose qu'on n'a même pas évoquée, tout à l'heure tu parlais de Hayden Christensen, c'est un nouveau casting, évidemment. Bah oui. On a un nouveau casting, mais est-ce que c'est un nouveau succès, ce casting? Parce qu'on l'a vu sur la première trilogie, on a majoritairement un casting d'inconnus. Là, c'est différent. Bah, ils sont pas... T'as Liam Neeson qui a été révélé quand même... Attends, il joue dans Colombo quand même. Excuse-moi. T'as Liam Neeson qui est connu. Il joue avec Clint Eastwood aussi. T'as Evan McGregor qui est connu. Nathalie Portman, elle a un petit nom, mais il faut avoir vu Léon. Samuel Jackson. Mais c'est On surtout... l'avait lu, Léon. Ah oui. Mais c'est surtout Samuel Jackson, la grosse star. Et on le voit pas beaucoup. Moi, je trouve quand même que j'ai l'impression que cette trilogie, après, je peux me tromper. C'est que on a eu Christopher Lee, de merde. Et oui, Non, mais Lee. là, j'étais vraiment que sur l'épisode 1. Non, on est sur la trilogie. Ouais. J'ai l'impression quand même qu'on a voulu se faire plaisir, on a voulu mettre du monde au casting, quoi. Ouais, après, il y en a qui ont demandé aussi, limite, complètement. C'est Samuel Jackson qui a demandé à vouloir jouer dans Star Wars, donc je sais même pas s'il avait demandé. Oui, parce que Lucas, c'est pas vraiment pour. Vous savez que en fait, Jackson a fait du lobby pour avoir le rôle de Jar Jar. Ouais. C'est un grand fan de Star Wars. Oui, Michael Jackson. Il appelait, il paraît régulièrement Lucas. Je peux avoir le rôle de ce nouveau personnage. Et Lucas. On parle de Michael Jackson. Oui, et il lui a répondu non, parce que quand le film va sortir, on va pas parler de Jar Jar, on va parler de Michael Jackson et Jar Jar. Et il voulait pas de ça. Et George Lucas va d'ailleurs à un concert de Michael Jackson avec Ahmed Best, donc qui joue Jar Jar, pour que Michael Jackson adoube. Et qui se quitte bon copain, tu vois. Mais effectivement, tu parlais de Christopher Lee dans l'épisode 2, qui fait un retour extraordinaire et qui apporte tellement. Et c'est ça que j'aime bien, parce le charisme. Entre le Seigneur des Anneaux et Star Wars, c'est la réhabilitation d'un acteur, enfin, c'est vraiment la victoire des geeks. C'est-à-dire que c'est un acteur qui a toujours été cantonné à des rôles... Dracula, c'est Dracula, noir et blanc, genre... voilà. Et puis là, d'un seul coup, tout le monde se rend compte qu'en fait, c'est un vrai acteur tragique. En plus... Dans tous les making-of, tu vois, c'est le seul qui n'a pas été entraîné, parce que c'est un mec qui parle 5 langues, il sait se battre à l'épée, c'est le seul qui râle pas quand on lui dit tu vas jouer avec une poupée ou un truc. C'est un très grand professionnel. Si vous avez 5 minutes, je raconte l'anecdote de ma rencontre. Avec plaisir. Donc j'allais sur le tournage à Sydney, sur le tournage de l'épisode 2, et on était logés dans l'hôtel à Sydney où il y avait toute l'équipe de Lucasfilm. Tous les acteurs qui venaient faire quelques petits rôles de quelques jours, dont Christopher Lee. Et j'attendais mon homologue américain dans ma chambre, et j'attendais, et puis à un moment il m'appelle, descends dans le lobby chez Christopher Lee. Bien sûr, j'arrive rapidement. Christopher Lee me fait,
Oh, en français, oh, Patrice Giraud, vous êtes le petit-fils du général Giraud. Je fais non, désolé, pas du tout. Ça va lui dire oui. Et là, on discute pendant 20 minutes, le mec charmant. Arrive le directeur marketing de Lucasfilm. Oh, les fans, laissez tranquille, monsieur Lee fait non, il n'y a pas de problème. Là. Alors, le mec un peu vexé, le directeur. Bon, bah, moi je vais avec ma femme, je vais voir. On est à côté de l'opéra. Je vais à l'opéra voir, alors je ne sais plus quel opéra. Et là, Christophe Farley, oh, je connais cet opéra, je l'ai joué. Puis là, il commence à chanter en anglais dans le lobby. Incroyable. T'as le gars et le directeur marketing de Lucasfilm fait ah non, on va le voir en italien. Oh, mais je l'ai joué en italien. Et le mec, il parlait 6 ou 7 langues. En fait, il a été espion. C'est lui qui a inspiré James Bond parce que Ian Fleming, c'était son cousin. Ouais. Ah bon? Oui, c'est une histoire de malade. Moi, il me l'a raconté. James Bond, c'était moi. Et comme tu disais, il comprenait pas trop McGregor, qui critiquait un peu en disant ah, il y a du fond bleu. Lui, il me disait ah ben moi, quand je vais au théâtre, je suis avec une chaise, j'imagine les personnages, j'imagine les décors. C'est ça un acteur. Voilà. Et quand Christophe Farley dit ça, franchement, la grande classe. Non, et puis vraiment, il a toujours pris le truc au sérieux. C'est-à-dire que tu as eu des acteurs, alors je ne sais plus comment il s'appelait, l'acteur qui jouait l'empereur, le sénateur Valorum dans l'épisode 1, qui a refusé de revenir pour l'épisode 2 en disant voilà, moi, parler à un écran bleu, c'est pas du théâtre, enfin, c'est pas de l'acting, je ne reviens pas. Oui, puis il avait du décor en plus. Et alors que Christopher Lee, voilà, c'est un mec qui a joué avec des chauves-souris en plastique et des trucs toute sa vie, donc. Non, puis il est rompu à l'exercice. Il était hyper fier d'arriver dans les films où il y avait son pote Tarkin, donc, oui, tout à fait, qui était son grand copain. Et puis moi, je me rappelle qu'il était hyper fier aussi, parce que là, il revenait dans une grosse prod américaine. Et puis là, moi, je crois que quand je l'ai vu, il revenait de Peter Jackson, il venait de jouer Saruman, il était aux anges, quoi, parce que pour lui, Seigneur des Anneaux, c'était son roman préféré. Et que c'est la réhabilitation. Voilà, et donc ce retour d'être le grand méchant de 2 grandes sagas, on sentait qu'il était super heureux. Alors, on est bientôt à la fin de l'épisode déjà. J'aimerais qu'on se pose la question. Est-ce que George Lucas s'est pris à son propre piège? Alors Yann, je me tourne vers toi, puisque tu es peut-être le plus critique sur cette trilogie. Oh, je l'aime beaucoup, je l'aime beaucoup quand même. J'ai grandi beaucoup avec elle. Donc, mais vas-y, je t'en prie, la question. Non, mais la question, c'est est-ce que pour toi, George Lucas s'est enfermé et s'est laissé prendre à son propre piège, en fait? Il s'est perdu. C'est une question qui est compliquée. Moi, je suis de toute façon assez d'accord avec Patrice. George Lucas, c'est d'abord quelqu'un qui fait ce qu'il veut. C'est aussi pour ça qu'il s'est coupé il s'est coupé de tout le système hollywoodien. Il est allé faire sa propre boîte pour finalement se financer lui-même. Donc, je sais pas, c'est difficile à dire parce qu'on ressent tous des choses différentes quand on regarde ces films-là. Moi, je ne dirais pas qu'il s'est pris à son propre piège. Je dirais au contraire qu'il a fait un truc qu'il voulait faire, il a eu beaucoup de mérite. Parce que par rapport à l'attente qu'on avait sur cette nouvelle trilogie-là. Mais une fois que tu as vu l'épisode 1, 2, 3, qu'est-ce que tu te dis? Je me dis que c'est mortel. Après, je me dis que je viens de voir un truc de fou. Je me rappelle évidemment toujours à la fin de l'épisode 3, où j'en ai limite pleuré en me disant que c'était terminé. Je crois pas qu'il était vraiment question de 7, 8, 9. En tout cas, on en avait parlé, mais il n'était pas vraiment question que ça se fasse. Non. Donc on s'était vraiment dit, OK, Star Wars, c'est fini, c'est terminé. La fin de l'épisode 3, mis à part Padmé qui meurt de tristesse, qui est complètement pourri. Mais non, mais c'est une tragédie. Ça va, je rigole, c'est juste moi qui pense ça. Non, mais nous, on rigole pas, tu sais. Non, mais non, sinon c'était l'épisode 3 qui est pour moi le plus réussi, même si j'aime bien le 1 et le 2, mais je trouve que l'épisode 3, c'est celui où il y a le moins de choses. Le rythme est le meilleur pour moi. Et puis même, tu sens que ça grandit, tu sens que le jeu d'Hayden Christensen est vachement plus posé, tu sens que les enjeux sont vraiment là, quoi, tu vois. Moi, je trouve ça assez génial, même le premier texte qui déroule, c'est la guerre. Bam, là, OK, on est dedans, quoi, rien que le premier plan. C'est ce qu'on attend depuis 2 films. C'est ce qu'on attend depuis 2 films à chaque fois. La guerre commence, elle n'a pas commencé en fait, la guerre. Ce qui était incroyable, c'est que le premier dessin animé de Clone Wars, donc de Tartakovsky, la première version. Voilà, la première version. Le dernier épisode s'arrête et l'épisode 3 commence 1 minute après. C'est vraiment la jonction. Voilà, c'est l'enlèvement de Palpatine et juste après, le film commence. D'ailleurs, je me souviens, moi j'étais à l'avant-première. Comme l'épisode 4, quoi. C'est 1 seconde près, ça commence. J'étais à l'avant-première de l'épisode 3 et déguisant de Jedi d'ailleurs. Et à côté de nous, il y avait des gars qui avaient un ordinateur portable et ils se sont matés pendant qu'on attendait que le film démarre. Ils se sont matés la fin du dessin animé pour être direct raccord avec le film qui commence, quoi. C'était très audacieux d'avoir un spin-off comme ça qui fait le truc. Et alors, l'épisode 3, moi j'ai kiffé. J'étais,
Quand t'as Obi-Wan qui regarde Anakin en train de brûler au bord de la lave, il fait « Tu étais mon frère !» et tout. Moi, j'avais les poils qui se dressaient de partout. Enfin, c'était... Bien sûr, la moitié de la salle est limite en pleurs. Quoi. Ah ouais, non, mais cette scène, en fait, c'est cette scène que t'attends depuis les années 80 en fait. Ouais. Enfin, tu vois, c'est limite, c'est cette scène-là. Quand Obi-Wan te dit « Ah bah, j'ai bien connu ton père » et tout, et t'as tout, parce que évidemment les épisodes 4 et 5 et 6, tu les connais par cœur, donc toutes les phrases d'Obi-Wan qui dit « Ah, j'ai bien connu ton père, c'était le meilleur pilote, c'était le meilleur astropilote de la galaxie », et en fait tu vois Hayden Christensen qui slalome partout, pendant qu'Obi-Wan il a « Oh, je déteste piloter ouais. » Enfin, t'es là « Mais oui, bien sûr !» Un peu pompé au 5e élément d'ailleurs, certaines scènes. Un peu. Un peu, hein. De quoi? Dans la ville, la dans les villes méga avec les structure, gratte-ciel. Ouais, c'est Ah ça. oui, Ouais. bon après... Il y a Judge Dredd dans lequel C'est pas Luc Besson qui a inventé les voitures volantes non plus. Non, merci mais, Moebius, on dira. Voilà. Voilà. Mais tout ça, ça te revient d'un coup. Et quand à la fin, tu vois, dans ta tête, tu as Obi-Wan qui dit « J'ai bien connu ton père », et que tu vois Evan McGregor qui dit à l'autre, qui est une espèce de méchoui humain, il lui dit « Tu étais mon frère, pourquoi t'as fait ça ?» Et c'est extraordinaire. Tout est bien enveloppé, tout est bien fini. Enfin, la tension dramatique est incroyable. Quand Obi-Wan vient donner Luke bébé sur Tatooine à Owen et la transition Beru, est incroyable. Enfin, cette scène-là, elle est sublime aussi, quoi. Enfin, Alors, je sais pas, Moi, personnellement, je suis contre. Ah oui. Ah ouais. Ben oui, parce que est-ce qu'à la fin de Star Wars, le premier, on voyait les mecs qui partent sur Hoth? Il y a un truc qui s'appelle au cinéma l'ellipse. Ouais, moi, bien j'aurais sûr, mais là, ça fait un lien, quoi. préféré que l'épisode 3, justement, se termine sur Vador qui tue. Et voilà. Et après, effectivement, l'histoire se fait toute seule. C'est une ellipse et on reprend. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce que je peux vous poser une question? Parce que moi, j'ai vraiment une question. Parce que là, on parle un petit peu du lien entre les deux trilogies, quoi. Le lien. Pour moi, un des meilleurs liens, alors que c'est extrêmement décrié, mais pour moi, un des meilleurs trucs qui a été fait, un des meilleurs choix de Vador, et peut-être que vous allez me démonter, c'est d'avoir remplacé le spectre d'Anakin de Sebastian Shaw par Hayden Christensen à la fin des Retours de Jedi. Bah si, personnellement, je trouve que c'est génial. Bah si, parce que c'est le dernier moment où il est bon. Bah en fait, et puis donc, c'est surtout que ça fait le lien est sublime entre les deux trilogies. Non, ce qui est dommage, c'est dommage pour l'acteur original. Oui, bah c'est sûr, Voilà. c'est sûr que le gars, du coup. Ce qui est dommage de toute façon dans tous les changements. Voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas accès à la version originale. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi parce que de toute façon, la vision de George Lucas, pourquoi il a fait toutes ces modifications, même sur les Blu-ray, c'est que l'idée, c'est qu'un enfant qui va découvrir sa trilogie, ces 6 films. Croit que ça a été fait finalement en un an, les 6 films ont été faits. C'est-à-dire qu'effectivement, Christensen apparaît, effectivement, ça crée le lien entre les deux. Parce que sinon, des fois, tu vois des films de la première trilogie, de la seconde trilogie, des fois tu dis, j'ai un peu de mal à croire que c'est le même univers, quoi. Et à la fin de l'épisode 3, ce que j'aime aussi, c'est qu'on voit les designs qui ressemblent après à ce que va ressembler par la suite. Ils sont dans le Tantive 4. Exactement. Et ça, je trouve ça vraiment très smart. C'est ça. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir Yoda qui va... Ah non, mais ça a été coupé, ça, Yoda qui va sur la planète où Non, c'était coupé. On voit juste dire en exil, je dois partir. Ça, on pouvait le couper, ça. Pour le coup, je pense qu'ils auraient eu intérêt à... Mais c'est d'ailleurs une des critiques de l'épisode 1, c'est que les gens disent, mais regardez, les vaisseaux, ils sont nickel. Bah ouais, mais il y a 35 ans... J'adore. Bah oui, mais justement, il y a 35 ans... Les Naboo Fighters sont sublimes. C'est justement pour te montrer que l'épisode 4, 5, 6, voilà, c'est parti en couille. Parce que... C'est ce que, personnellement, je regrette dans les épisodes de Disney, c'est qu'on n'a pas l'impression que ça se passe 30 ans après le Retour des Jedi. Bah oui. T'as l'impression que ça se colle tout de suite derrière. Ouais, ou même avant. Et une question, comment George Lucas a perçu justement la fin de cette trilogie? Est-ce que pour lui, il s'est dit, ça y est, j'ai fermé... Alors moi, je vais le dire, pour l'avoir vu sur les 3 tournages, sur les 2 premiers, toujours très gentil, abordable, on a déjà avec lui, mais il ne déconnait pas. Le 3e film, j'ai rigolé avec lui, on a déconné avec lui. J'ai senti un soulagement sur ses épaules de se dire, j'arrive au... Il a toujours le peur que le 1 se plante, qu'il ne puisse pas faire le 2 et le 3, que le 2 peut-être se plante aussi et qu'il n'y ait pas le 3. Le 3, ça y est, il est en production. Même si le 3 ne marche pas, j'ai fait mes 6 films. Il arrivait au fin du parcours qu'il avait envisagé 35 ans avant. J'ai senti vraiment un vrai soulagement chez lui. Il avait la banane. Quand tu le vois monter les marches avec les Stormtroopers à Cannes, c'est la consécration. Star Wars à Cannes, déjà. Voilà, Star Wars à Cannes. Et les vraiment, temps ont changé. Ah oui, c'est ça. Mais c'est la victoire des petits gros barbus, quoi. Ça y est, c'est fini. Les beaux gosses qui vont faire des... Il avait monté les marches avec Willow aussi. Oui, mais ça n'a pas été autant mis en avant. Là,
Je sais pas si tu Bien te sûr, souviens, oui, mais oui, t'as pas le droit de bien sûr. monter les marches si t'as pas un nœud pape. Bien sûr, ouais, Là, je ouais. peux te dire que les troopers, on leur a pas demandé, dites donc, messieurs, vous êtes en basket. Enfin, tu vois, tout le monde est monté, et tout le monde s'est mis au garde à vous, la musique, voilà. C'était, et ça a été vraiment la victoire de George Lucas qui, 30 ans avant, Ah, puis- disait, mais c'est quoi cette merde? Il a fait quelque chose d'unique dans l'histoire du cinéma, de toute façon. Il a révolutionné Hollywood, le cinéma, le blockbuster, la science-fiction. Et surtout, les il a révolutionné effets 2 spéciaux, fois. la science. Il a révolutionné Ouais. 2 fois. C'est-à-dire qu'avec les épisodes 1, 2, 3, il a changé énormément de choses On aussi. n'a pas dans parlé que son challenge sur cette trilogie-là, c'était les caméras numériques. Oui. Et la projection numérique, c'était ça son challenge. Ouais, Les bah, épisodes 2 et 3 ont été entièrement filmés en numérique. C'était un petit peu la thématique, la révolution numérique, elle était aussi oui, là-dessus, mais tout à l'heure, on a vite ouais. digressé. hein. À l'époque, les gens du CNC ou la France, comment on va changer les projecteurs 35 pour mettre des numériques? Il est hors de question. Enfin, il y a eu des C'est la lobbies. fin de la bobine. hein. Aujourd'hui, on se pose plus la question. Aujourd'hui, c'est évident. Et même d'ailleurs, les majors envoient directement les oui, films bien sûr, bien sûr. en data. Tu n'as même Bien plus sûr. besoin d'attendre les. Avant, même les mecs t'amenaient des disques durs. Aujourd'hui, ils sont Mais tous équipés. Hein. La rebelote, il a mis de son propre argent en recherche et développement avec Panasonic pour développer les caméras. Il a essayé un truc qui est un peu foiré, c'était le 3D. La ressortie de l'épisode 1 en 3D. Moi, j'ai été le voir, on Oui, était 8 dans la c'était pas- salle. Et c'était- Alors moi j'ai c'était adoré difficile. parce qu'on a pu revoir Star Wars au cinéma parce que c'est vrai. pareil. Enfin, on On a ne parle fait au pas grand beaucoup de ça, mais moi l'épisode 3, je l'ai vu au cinéma 8 fois parce que je me Ouais, suis dit. tu me fais peur. hein. Mais attends, mets-toi à ma place. Que 8 C'est- fois, tu nous fais peur. Je me suis dit, c'est la dernière fois de ma vie que je verrai un Star Wars au cinéma. Mais tu connais George Lucas depuis le temps, c'est pas possible. Ah non, non, Il va- non, parce qu'il avait dit justement qu'il y en aurait plus. Ouais, mais Quand- Enfin, tu pouvais, en 2005, tu pouvais pas te dire, ok, l'épisode 1 ressort en 3D en 2011, c'est pas possible. Et là, on avait dit, c'est la fin, c'est le truc. Et par sécurité, je suis allé le voir plein de fois, et il y avait encore des salles qui le diffusaient 6 mois après. C'est-à-dire que l'épisode 3 sort en mai. Je me souviens que je suis retourné le voir dans la dernière salle qu'il diffusait à Paris le 24 décembre. Putain, ouais. Tu vois, vraiment, c'est. Moi, je c'est me bon rappelle Noël à moi. encore, la première fois où je l'ai vu au cinéma, j'ai vu plusieurs fois aussi, je me rappelle encore le trajet que j'ai fait pour dire à quel point c'était, pour ouais. tout fan de Star Wars, ça a été ouais. quand même une pierre importante dans sa chronologie. Parce que pareil, je me disais, c'est le dernier Star Wars. Ben moi, j'y suis Vraiment. allé avec mes potes à l'avant-première. On était déguisés. Et pour l'anecdote, alors c'est très amusant. Donc évidemment, le film est projeté à minuit. Donc je suis le seul à avoir une bagnole. Je raccompagne tous les potes à 3h du matin, puisque le film s'arrête. Et à ce moment-là, en robe de Jedi, dans ma voiture, je me fais contrôler par la police. Et Est-ce donc, que tu lui as dit, c'est pas moi que vous cherchez comme ça? non, alors j'ai pas fait le malin parce que je sais plus. Enfin, en 2005, tu vois, il y avait eu enfin, je sais plus. Bref, la police était un peu sur les dents. Et donc je sors, fais bonjour monsieur, vous avez vos papiers et tout. Je fais, bah attendez, là j'ai pas de poche. Tu vois, j'avais ma robe de Jedi. Je fais, j'ai pas de poche, ils sont dans le coffre. Et donc je vais ouvrir le coffre et là je vais merde. Mais dans mon coffre j'ai tous mes blasters. Terrible. Donc, alors je vous préviens, j'ouvre le coffre, mais j'ai des armes à l'intérieur. Donc les flics, comment ça, des armes et tout. Et là je leur explique, bah ouais, en fait j'étais à l'avant-première de Star Wars et tout. Et là d'un seul coup, hop. Leur visage s'éclaire. Donc il y a la chef, la flic me prend de côté. Alors vous l'avez vu, c'est vachement bien et Terrible. tout. Parce que c'est la meilleure conclusion d'émission que Là, j'ai. J'ouvre le coffre. Là donc il y a un des flics qui prend un sable laser et l'autre flic avait, tu sais, les bâtons lumineux pour faire la circulation. Et il commence à se battre Putain, génial. au milieu de la rue, comme ça, genre John, machin, je suis ton père, voilà. Et je fais, bah écoutez, là je suis désolé, j'ai pas de poche et j'ai mon permis, mais j'ai pas les papiers du véhicule, ils sont dans un autre sac et tout. Et la nana me fait, non mais c'est bon, allez-y et tout. Et je repars sur cette scène surréaliste d'un flic qui me rend mon sable laser, qui fait, ça ira pour cette fois. Voilà. Et hop, clic, vroom. Et t'as pas dit que la force soit avec vous? Non, ils sont pas c'est allés dommage, jusque-là. c'est Mais, dommage. non, mais voir des policiers se battre avec un sable laser et un bâton de circulation lumineux à 3h du matin sur une c'est- avenue c'est- déserte à Paris, c'est c'est la magie ça Star m'a Wars. refait, quoi. Et tu vois, ça, je l'oublierai jamais. Franchement, comme je disais, c'est une magnifique conclusion à cette émission, comme quoi Star Wars réunit tout le monde et toutes les générations. Messieurs, merci énormément pour ce joli moment passé sur l'épisode 1, 2 et 3. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la Légende, mais aussi pour un nouvel épisode très bientôt de Dans la Légende Star Wars.